programme du Front National est très souvent caricaturé, mais il fait plus de 100 pages et est disponible sur notre site internet frontnational.com. Nous avons bien sûr des propositions intéressantes et très nombreuses sur tous les sujets, notamment sur l'écologie. La table ronde qui suit a pour objet de vous parler justement de ce sujet de l'écologie patriote. Et pour en parler, j'appelle trois intervenants, Philippe Murer, Éric Richermoz et Leif Blanc. Je vous présente rapidement nos intervenants. Donc, Philippe Murer est conseiller auprès de Marine Le Pen sur l'économie et la transition énergétique, auteur de La transition énergétique, une énergie moins chère et 1 million d'emplois créés, et de Scénarii de dissolution de l'euro avec Jacques Sapir. Éric Richermoz est quant à lui étudiant en master finance en école de commerce. Je laisse la parole sur ce sujet de l'écologie patriote à Philippe Murer. Merci. Merci beaucoup, Julien. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, pour commencer, sur ce nouveau sujet qu'est l'écologie, on peut remarquer que les Français sont très majoritairement favorables à l'écologie. Je ne dis pas favorable à Europe Écologie Les Verts, évidemment, mais je dis bien favorable à l'écologie, ce qui est tout à fait différent. Au Front National comme au Rassemblement Bleu Marine, comme dans le reste de la société, le respect de l'environnement et de la nature sont une préoccupation très importante. Nous souhaitons transmettre à nos enfants un monde viable, un monde qui n'a pas des ressources complètement épuisées, un monde pollué et invivable. Les notions de pérennité du monde et de transmission à la génération suivante sont essentielles pour nous. Pour cela, il faut évidemment inventer une nouvelle façon de produire, qui affecte moins l'environnement, dans l'idéal qui ne l'affecte pas du tout. Cet idéal est-il accessible? Sans doute, mais il faut rester pragmatique et avancer avec notre temps, avec les possibilités offertes par le progrès technique au service de notre projet collectif. Le premier parti de France qui pourrait bien gouverner et qui va gouverner, je le pense, se doit de mieux prendre en compte ces questions vitales pour l'avenir de notre pays. Il ne s'agit pas simplement de préserver la beauté de nos paysages, mais aussi de répondre à des enjeux majeurs en matière de pollution, de santé et même d'indépendance nationale et géopolitique avec la transition énergétique. L'écologie ne doit pas être punitive. Nous devons donc proposer des politiques publiques positives, efficaces et réalistes pour la préservation de l'environnement, pour réduire les pollutions chimiques et pour réaliser la transition énergétique. Ces politiques doivent être absolument conçues pour se conjuguer avec l'économie, l'emploi et le pouvoir d'achat. Alors, avant d'entrer plus dans le détail de nos propositions, de nos idées, je voulais demander à Éric Richermoz, qui est au Front National Jeunesse et qui est le secrétaire général du collectif Écologie, de nous dire ce qu'il pense des propositions des autres partis politiques sur le sujet de l'écologie. Merci. Alors, pour vous présenter ce que peut être une écologie patriote, je vais commencer par prendre des exemples très précis de produits. Je vous ai ramené des petits cadeaux. Le premier, c'est une chaussure. Le deuxième, un stylo. Le troisième, une paire de lunettes. Ces produits sont potentiellement faisables en France et nous avons de très bonnes industries qui peuvent les faire. Cependant, de plus en plus, nous sommes contraints par le libre-échange mondialisé de les importer, ce qui tue nos industries. C'est un modèle économique qui n'a ni queue ni tête. C'est fait par des produits, par des pays émergents qui font ça n'importe comment, qui broient les hommes, qui n'ont aucune norme énergétique. Tout ça au détriment de nos emplois. Alors qu'en France, on pourrait localiser et continuer à ces industries en stylo, en lunettes, en chaussures, et il y en a beaucoup d'autres secteurs d'industrie. On est très fort et on peut faire ces produits en France à haute valeur ajoutée. Il suffit de faire des choix politiques. Mais ces projets qu'on n'arrive pas à faire, c'est la conséquence du mondialisme mis en place par les partis du système qui ont échoué. Ils ont échoué en matière
d'économie bien sûr, mais aussi de sécurité, d'immigration, également en matière de défense de l'identité nationale et également en écologie. Pourquoi? Le PS, par exemple, n'a aucune vision de ce que doit être l'écologie. Il est soumis au lobby, tantôt bobos, tantôt patronaux. En 2012, le candidat Hollande disait qu'il voulait garantir l'indépendance énergétique de la France en réduisant la dépendance au pétrole et au nucléaire. Le tout en conservant la maîtrise de la filière nucléaire par la puissance publique. Alors déjà, depuis qu'EDF est coté en bourse, l'État ne le maîtrise plus du tout, totalement. Et également, je ne vois pas en quoi moins de nucléaire voudrait dire plus d'indépendance énergétique pour la nation. C'est quand même, une puissance. C'est quand même l'une des seules énergies qu'on peut produire en masse sur notre sol, au meilleur coût et sans carbone. À l'UMP, c'est pas mieux. Ils sont soumis au même lobby et corsetés par les mêmes traités européens qu'ils ont cousus ensemble. À l'UMP, l'écologie, c'est de la com. Ils n'ont aucun cap et changent d'avis comme de Rolex. En 2008, par exemple, Nicolas Sarkozy parlait d'urgence écologique et était contre l'exploitation du gaz de schiste. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Il est pour le gaz de schiste et a déclaré « L'environnement, ça commence à bien faire. Mais monsieur Sarkozy, vos politiques détruisent notre pays depuis des années. Alors vos leçons, ça commence à bien faire. » On ne peut pas parler de ce désastre économique et écologique qu'est la délocalisation sans évoquer un troisième parti. Peut-être celui qui a fait le plus de mal à l'écologie, qui a dévoyé son idéal. Je parle bien sûr d'Europe Écologie Les Verts. Ce parti est un agrégat de politique. Ce parti est un agrégat de politicards mondialistes, européistes, sociétalistes, qui ne fait pas grand-chose pour l'environnement. Par exemple, on peut voir Cécile Duflot qui parle parfois de transition énergétique. Mais avez-vous entendu ne serait-ce qu'une seule proposition claire, un plan précis et argumenté de son projet? Non. Elle se contente de faire un catalogue de bonnes intentions. Elle veut moins de nucléaire, moins de voitures, plus d'éolien, plus de vélos. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, comment le financez-vous? À quel prix pour l'énergie? Et quels secteurs publics et privés sont mis en place? Pas de réponse. Cela ne l'intéresse pas. Mon grand-père disait « Je n'aime pas les écolos, mais j'aime la nature ». Eh bien, je pense que beaucoup d'entre nous se reconnaissent derrière cette phrase. Rendez-vous compte, ils ont réussi à nous faire détester l'écologie en politique. Nous qui sommes pourtant si attachés à la faune, à la flore et au paysage de notre beau pays. C'est scandaleux. Les Verts font autant pour l'écologie que l'UMP est social ou que le PS est social ou que l'UMP est populaire. Lapsus UMPS. Pour tout problème, il y a une solution. Nous choisissons de la voie de l'écologie réaliste et patriote. Il est indispensable d'avoir un État stratège qui lie sur le long terme l'exigence écologique aux réalités économiques. Une seule de ces deux solutions n'est pas faisable. Il faut allier les deux sur le long terme. Par exemple, pour ces produits, il est indispensable de mettre en place un patriotisme économique pour nous défendre des produits faits loin de chez nous, mal et qui détruisent les emplois, la terre et la vie. Ce système du tout jetable n'a pas de sens, ne nous profite pas et ne profite à personne finalement. Ce n'est pas en prenant des esclaves chinois qu'on va faire améliorer la mondialisation heureuse. Enfin, on nous parle de CO2 qui devrait être le leitmotiv, l'alpha et l'oméga de la politique industrielle. Mais on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça change. Est-ce que le CO2, il faut qu'il soit fait chez nous, dans nos industries, ou est-ce qu'on délocalise pour le faire polluer en Chine? Ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui compte et ce qui est vraiment important, que ce soit pour les émissions de gaz à effet de serre ou même pour notre indépendance nationale, c'est que ce CO2, que vous aimiez ou que vous n'aimez pas le CO2, il provient du gaz et du pétrole qu'on importe. Tous les ans, l'an dernier, c'est 70 milliards d'euros qui sont partis de notre pays pour aller à l'étranger. 70 milliards d'euros, c'est l'équivalent du déficit de la Sécu, plus de notre déficit de commerce extérieur. Alors à ce moment-là, il y a deux solutions.
Si on veut laisser notre économie continuer à se faire étrangler par la hausse des prix du pétrole, on peut continuer à faire semblant de faire du vert. Si on veut avoir une France indépendante, libre et prospère à l'avenir, il est indispensable de décarboner l'économie. Merci Eric. Pour compléter sur la transition énergétique, il y a une deuxième raison de baisser très fortement notre consommation d'énergie fossile et tout particulièrement de pétrole. Comme on le voit sur le graphique que va nous envoyer la régie, voilà, forcément, il est certain que la quantité de pétrole sous terre est finie. Ça veut dire qu'on est en hausse de la production, on arrive sur un plateau, puis la production diminue. Personne ne sait quelle est la date exacte où aura lieu le pic de production. Tout simplement parce que tous les pays du monde qui produisent du pétrole connaissent leurs réserves, mais personne ne les divulgue aux autres. C'est un secret d'État. Donc absolument personne ne sait quelle sera cette date. Les plus pessimistes disent que ce sera dans 2 ans, les plus optimistes pensent que ce sera 20 ans. Mais le danger est très important parce que le pétrole, la consommation de pétrole représente 1/3 de la consommation mondiale d'énergie. Imaginez-vous ce qui va se passer quand il y aura une baisse de cette production. Puisqu'il y aura baisse de la production, il faudra bien qu'il y ait une baisse de la consommation équivalente. Et donc le problème ne pourra se résoudre que par une très forte hausse de prix et une récession mondiale longue pour qu'on ait une baisse de cette consommation de pétrole. Le problème en plus, c'est que les remplaçants que sont le gaz et le charbon, forcément vont être plus utilisés, mais vont monter très fortement au même moment. À quel prix exactement, à quel niveau, on n'en sait rien, mais ça sera probablement autour de 200-300 $ le baril quand on manquera de pétrole. Si tu peux envoyer. Alors, sur le slide suivant, on voit que... Le bouton vert. Ah, il y a un... Ouais, c'est pas Made in France, on a un problème de slide. Donc, ah, là, voilà. Donc voilà, les prix du pétrole, n'oublions pas qu'ils sont passés de 15 $ le baril à 80 $ en moyenne. On a complètement changé d'univers et c'est pour ça que vos factures d'énergie, de carburant sont très chères. Si on double encore, ça va être un problème. Parce que comme on le voit juste après, la consommation d'énergie par ménage est quand même de 3 200 € par an, ce qui n'est pas rien du tout quand on le rapporte au revenu médian d'un ménage qui est à peu près de 2 300 € par mois. Donc on se retrouve à 1,3 mois. Si on double ou on triple, les gens devront mettre 1 ou 2 mois de salaire juste pour se chauffer et pour se déplacer, ce qui est immense. Donc ça sera une catastrophe économique et sociale. Ça aura des impacts très forts. Et sur le social, pour les gens qui n'ont pas les moyens, et sur l'économie en général, puisque nos dépenses iront vers l'étranger, vers le pétrole qu'on achète à l'étranger, et non vers de la consommation intérieure. Alors, je montre dans le livre que j'ai écrit sur la transition énergétique, pour lequel j'ai travaillé 6 mois à temps plein, que la France peut décider de faire sa transition énergétique et elle peut décider de le faire seule sans attendre les autres. Parce que le problème qu'on a actuellement, ça fait depuis 20 ans qu'il y a des grands sommets qui s'organisent, c'est la méthode, et on essaye de se mettre tous en même temps, tous au même moment, d'accord pour faire la transition énergétique. Résultat, il ne s'est rien passé depuis 20 ans pratiquement sur le sujet, on a des résultats très très faibles. La solution inverse de dire qu'un pays peut le faire seul, peut décider de le faire sans attendre les autres, je montre dans le livre que c'est possible. Et avec un prix de l'énergie qui a tendance à diminuer. En même temps, cela créera aussi, comme je le dis dans le titre, 1 million d'emplois. Alors pourquoi cela est-il possible? Parce qu'aujourd'hui, les énergies alternatives, les énergies qui remplaceront les énergies classiques, se vendent à des prix comparables aux énergies classiques. On peut le voir sur le slide suivant pour vous montrer à quel point vous êtes dans la désinformation. Là, c'est un extrait du site, donc vous pourrez aller le voir après la séance si vous ne croyez pas, c'est un extrait du site du gouvernement, donc du développementdurable.gouv.fr. C'est les tarifs d'achat en vigueur pour l'électricité solaire. Qu'est-ce que vous voyez, ce qui est entouré en rouge? Sur des grandes surfaces, on est à 6,98 centimes le kilowattheure. Vous savez que vous payez 13 ou 14 centimes votre kilowattheure. Et on voit sur le slide suivant que c'est très très proche du prix de l'énergie la moins chère, de l'électricité la moins chère, qui est l'électricité nucléaire, qui est autour de 6 centimes le kilowattheure selon la Cour des comptes. J'ai travaillé les sujets, c'est tout à fait cohérent. Donc on a 15% d'écart de prix entre de l'énergie solaire et de l'énergie nucléaire. Donc on est sur des prix comparables. Et c'est le même prix que de l'électricité issue du gaz. Donc on voit, vous voyez la désinformation qui est sur ce sujet dans les médias, et ce sujet est truffé de problèmes de désinformation dans tous les sens. Bien,
L'électricité donc produite à partir de photovoltaïque a donc un immense avenir devant elle. Si on passe au graphe suivant, évidemment que le problème, c'est que des énergies comme le photovoltaïque, vous ne les produisez pas quand vous voulez. Vous avez une électricité intermittente. Et il vous faut un vecteur de stockage. Ce qu'on va faire, c'est que notre production d'électricité, qu'elle soit intermittente ou qu'elle ne soit pas intermittente, on peut en transformer une partie en hydrogène, et cet hydrogène servira à faire rouler nos voitures. Alors, sachez qu'il y a deux voitures à pile à combustible de série, puisqu'il y a de nombreuses voitures qui existent à l'heure actuelle, des bus qui fonctionnent depuis 20 ans. Il y en a deux et qui ne sont pas sortis par n'importe qui, mais par Toyota et Honda, qui sortent des voitures l'année prochaine, en 2015, à des prix raisonnables, même si elles sont en petite série. Raisonnable, c'est 30 ou 40 000 euros. Mais en grande série, le département de l'énergie américain montre qu'on sera à 1 000 ou 2 000 euros de plus qu'une voiture à essence. Ces voitures, elles ont plein d'avantages. Donc, elles utilisent un carburant qui est l'hydrogène qu'on peut produire au même prix que l'essence et qu'on sait produire au même prix de l'essence qu'on utilise beaucoup actuellement dans les industries chimiques. L'autre chose, c'est que c'est complètement non polluant et que ça ne rejette que de l'eau. Votre voiture rejette de l'eau. La dernière chose, c'est que ça vous permet d'avoir 500 à 1000 km d'autonomie pour rouler, alors que votre plein de carburant vous dure 3 minutes. Donc c'est forcément le sujet de l'avenir, parce que si vous passez des vecteurs de stockage que sont le pétrole, le gaz, etc., il faudra en trouver un nouveau, et c'est l'hydrogène, et en plus, ça pallie parfaitement au problème d'intermittence des énergies. Voilà où on en est. Alors, en revanche, pour que cette transition puisse se faire, elle requiert des investissements très importants, plus importants encore que le programme nucléaire français, qui était déjà une transition énergétique réussie. C'est des investissements sur le long terme qu'il faut faire, et pour les faire, il va falloir pouvoir emprunter de l'argent auprès de la Banque de France, à des taux d'intérêt suffisamment bas, et sur le long terme, puisque c'est un plan à très long terme. Cela signifie donc évidemment qu'il faut sortir de l'euro et avoir une nouvelle monnaie, car la BCE nous interdit qu'une entreprise publique comme EDF ou que l'État puisse emprunter auprès d'elle, alors qu'on l'a fait pour tous les grands projets avant 1973, avant la loi de 1973. Il faut aussi évidemment faire un protectionnisme intelligent, puisque si on se lance dans la transition énergétique et que on dépense des centaines de milliards pour les équipements en biogaz, en solaire, en hydrogène, et qu'on achète ces produits à l'étranger, on va forcément se ruiner. Si on les achète sur le sol national, tous ces produits en revanche, on va recréer un cycle de prospérité, puisqu'on va faire vivre des industries, on va faire augmenter très fortement le nombre d'emplois. Moi, je le calcule à 1 million d'emplois. Et donc, on va avoir un cycle de prospérité nouveau qui va se relancer. Voilà pourquoi ce programme de transition énergétique a une importance vitale pour le Front National. Elle est d'une importance économique et sociale majeure. En effet, elle nécessite donc un protectionnisme intelligent et une monnaie nationale. Personne ne peut nous suivre sur ce thème. Si le Front National décide de s'emparer du thème de l'écologie, personne ne peut nous suivre sur ce thème. Les autres partis politiques, ils sont contre la sortie de l'euro et le passage à une monnaie nationale. Ils ne pourront pas avoir la Banque de France qui les aide à faire ces très gros investissements. Ils sont contre le protectionnisme intelligent, donc on sera obligé d'acheter au moins cher des produits chinois solaires ou des produits éoliens allemands ou danois qui sont légèrement moins chers que les Français. Donc dans ce cas-là, ce sera la ruine. Donc ils ne peuvent rien proposer de concret, de réaliste, et le projet de Ségolène Royal en est la preuve. Pour finir sur le sujet, donc je vous rappelle les 6 avantages de la transition énergétique. On n'a plus le problème de risque d'un pic pétrolier qu'on peut supporter. Ça favorise l'indépendance nationale de la France, puisqu'on n'est plus dépendant des pays producteurs de pétrole et de gaz qui sont parfois instables. On prend notre part dans la lutte contre le dérèglement climatique et on sera respecté en tant que nation qui est à la pointe et qui est responsable sur ce sujet. On se passe des énergies fossiles, ce qui permet de réduire la pollution de l'air, puisque nos voitures rejetteront de l'eau et on créera de l'électricité. Cela crée une industrie dans un secteur porteur, dans un secteur nouveau, et contribuera à la prospérité du pays. Enfin, dernier point, mais important, c'est un projet d'avenir passionnant pour la France et pour sa jeunesse, puisque ça apporte de la transcendance. Alors, il y a un autre... Merci. Il y a un autre sujet important dont je voulais vous parler, c'est l'obsolescence programmée. Vous savez que certains produits sont programmés pour durer un temps relativement court. Les produits doivent être souvent changés, donc cela affecte forcément votre portefeuille, vous devez les renouveler, et évidemment c'est une très mauvaise chose pour l'environnement.
Je vais vous donner un exemple qui est indubitable, qui a été sanctionné par la justice américaine. Les batteries des baladeurs iPod, qui sont d'Apple, étaient prévues pour durer 1 an et demi. Mais elles ne pouvaient pas être vendues séparément. Quand vous appeliez le service d'Apple, à ce moment-là, on vous répondait qu'il fallait changer votre produit au bout d'1 an et demi et le jeter à la poubelle. Une avocate américaine intenta un procès et Apple dut plier et fournir des batteries séparément de ses produits. Du coup, on peut maintenant prolonger la durée de vie de ces produits. C'est un exemple typique d'obsolescence rapide du produit. Mais on retrouve ces obsolescences dans de nombreux autres produits, à des niveaux plus ou moins importants. Ça peut être les imprimantes, le petit et le gros électroménager, des appareils électroniques qui peuvent être concernés. Il faut trouver des solutions à ce problème, c'est évident, car cela pollue l'environnement, gaspille les ressources finies comme les métaux, l'énergie, le pétrole, et cela affecte notre portefeuille. C'est là que l'État a un rôle à jouer, un rôle tout simple, en réglementant, en proposant des réglementations simples et peu nombreuses, là où le marché n'a pas été capable d'être performant. Nous avons quelques solutions pragmatiques que nous allons tester en discutant avec des industriels. Il serait par exemple possible de proposer une réglementation pour que l'ensemble des pièces détachées d'un produit n'excède pas 2 à 3 fois le prix d'un produit. À l'heure actuelle, ça peut être 10 fois. Pourquoi le faire? Vous avez peut-être eu un lave-vaisselle ou une machine à laver qui tombe en panne. À ce moment-là, le réparateur vient, il vous dit pour changer votre programmateur, ça vous coûte aussi cher que de jeter votre machine à laver de 50 kg. Donc vous jetez votre machine à laver de 50 kg alors qu'elle est très facilement réparable et qu'elle pourrait durer 5 ou 10 ans de plus. Il y a une autre idée aussi, c'est d'obliger à une garantie obligatoire, d'imposer une garantie obligatoire sur des très gros produits de 5 ans, ce qui permettrait d'avoir une durée de vie moyenne des produits qui serait prolongée à 10 ou 15 ans. Il faut réfléchir pour que ça ne pose évidemment aucun problème aux industriels et aux consommateurs. Mais ça a un immense avantage, c'est celui d'inciter les industriels français à fabriquer des produits de qualité, des produits durables qui s'exporteront beaucoup mieux. Je reste prudent. Notre doctrine, elle est de rester prudent et pragmatique et de tester, pas d'envoyer des idées en l'air. En tout cas, pour conclure, ce qu'on peut conclure, c'est que le système actuel est complètement anti-écologique. Donc, comme le disait Eric, il est impossible de favoriser le durable sur le jetable dans un monde de libre-échange absolu, avec des pays à bas salaire, très bas salaire, qui n'ont en plus aucune norme environnementale. Il est très difficile, dans le cadre de l'Union européenne, de faire des réglementations simples comme celle dont on vient de parler, sur le prix des pièces détachées ou sur une garantie longue des produits. Puisqu'il faut se mettre d'accord avec 28 pays de cultures très différentes, ce qui est très complexe et a peu de chances d'aboutir. Il est là rigoureusement impossible d'imposer l'étiquetage indiquant le ou les pays d'origine du produit. Au final, en fait, il est impossible de favoriser le fabriqué en France plus écologique, plus durable. L'Union européenne nous l'interdit explicitement dans la loi. Il est aussi impossible de financer de grands projets, comme on l'a vu avec l'aide de la Banque de France, ce qui nous interdit de les réaliser. Donc, dans le système actuel, s'occuper efficacement et intelligemment d'écologie est donc quasiment impossible. A l'inverse, le nouveau cadre que nous vous proposons permet de conjuguer économie et écologie. Le protectionnisme intelligent permettra la relocalisation de notre industrie, plus de production au plus près du consommateur, plus de produits durables faits avec moins d'énergie, nécessitant peu de transport. S'affranchir du carcan de l'Union européenne nous permettra de mettre en place les réglementations, peu nombreuses mais simples, pour favoriser le durable sur le jetable. S'affranchir de l'Union européenne nous permettra de faire un plan long terme pour réaliser notre transition énergétique, dont je vous ai montré la nécessité, en nous appuyant en priorité sur nos industriels, nos salariés, nos savoir-faire. Enfin, avec notre propre monnaie, avec notre Banque de France, nous pourrons financer sur le long terme, avec des taux plus bas, le projet de transition énergétique. On comprend donc que c'est à l'échelle d'une nation que les grands choix écologiques peuvent être faits. Car les citoyens d'une nation ont une culture commune, partagent une identité, des institutions qui sont légitimes, qui nous permettent de débattre de ces choix, de choisir ensuite les projets utiles acceptés par la majorité et de les mettre en œuvre. C'est au niveau de la nation que ça se peut se décider uniquement.
L'écologie que nous prônons sera réaliste et pragmatique. Elle ne doit en aucun cas devenir un nouveau totalitarisme, comme le montrait fort justement Samuel Maréchal dans son livre sur l'écologie de 1987 et qu'on a retrouvé au Carré. Elle s'intégrera donc dans notre projet de société et nous permettra d'avoir une meilleure croissance économique en quantité, mais aussi en qualité, créer des emplois et un cycle de prospérité. Elle permettra à la France de se projeter dans l'avenir, de retrouver le chemin d'une innovation qui a du sens. En un mot, elle nous aidera à nous relever. Je vais laisser Eric Richermoz conclure sur le collectif écologie. Merci Philippe. Alors, bon, comme vous l'avez vu, on a déjà sérieusement, ça fait déjà des années que le Front National, et même des décennies, que le Front National porte les idées de patriotisme et des idées de bon sens qui sont bonnes pour l'écologie. Aujourd'hui, on veut perpétuer cette tradition d'amoureux de la nature et d'ambition industrielle en lançant le collectif écologie. Le collectif écologie sera lancé le 10 décembre prochain à Paris. On va communiquer sur ça pour vous informer du lieu. Il sera présidé par Philippe Murer et j'en serai le secrétaire général. Et nous vous invitons tous, autant que vous êtes, quelle que soit votre profession, votre âge, tout ce que vous voulez, à nous rejoindre, à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez vous investir dans cette belle aventure qu'on est en train de lancer au service de la France et au service de l'écologie pragmatique, réaliste et patriote au sein du collectif. Donc n'hésitez pas à nous contacter à rejoignez@collectifécologie.fr. On vous attend nombreux et je pense que tous ensemble, grâce aux travaux de toutes les personnes qui sont avec nous, on arrivera, comme le dit très bien Philippe, à redresser la France et à réconcilier les Français avec l'écologie, tout en permettant la grandeur de la France, sa prospérité et son indépendance nationale. Merci à tous. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci à Philippe Murer et Eric Richermoz pour cette intervention donc sur l'écologie, un sujet important.